Alors ben voilà, bonjour à tous et merci beaucoup aussi aux intervenants du FRAGE, à Claudia et ses collègues de m'avoir proposé d'intervenir lors de cette matinée rencontre. Donc effectivement, comme Claudia l'expliquait, c'est quelque chose qui devait avoir lieu il y a plus d'un an et demi en fait. Et effectivement, comme ça vient d'être expliqué, la thématique de l'épuisement professionnel est toujours d'actualité, malheureusement. Peut-être encore plus avec l'impact de cette pandémie, justement, en termes d'épuisement. On sent que les professionnels sont à bout de souffle. Ils ont dû faire face à pas mal de contraintes durant toute cette pandémie, encore plus. Et puis maintenant, ben voilà, effectivement, on revient à quelque chose qui, petit à petit, a l'air de se restabiliser, mais on n'en est pas encore sorti. Et l'épuisement professionnel peut d'autant plus être présent, d'où l'intérêt de pouvoir maintenir cette thématique. Alors sur l'impact du Covid au niveau des risques psychosociaux en général, notamment du stress, du burn-out, on pourra éventuellement en toucher un mot, bien sûr, notamment lors d'un moment d'échange que je proposerai avec vous. Lorsqu'il a été question de réfléchir au format de cette conférence, de cette matinée rencontre, j'avais vraiment envie de donner place à la rencontre, justement. Donc moi avec vous, mais également entre vous, puisque effectivement les temps de recul, de prise de recul, les temps de pause, d'arrêt, le fait de s'arrêter et se regarder courir en tant que professionnel sont très peu présents malheureusement, surtout dans ce secteur-là, où on est non-stop en présence de petits-enfants dont on doit finalement tenir compte. Et c'est très compliqué quand j'entends les professionnels du secteur de vraiment s'arrêter entre collègues, de parler de ce qu'on est en train de vivre. Et donc là, l'idée, c'était aussi de vous donner cette place-là à un moment donné. Donc on prévoira un petit temps d'échange en sous-groupe, parce que là, avec 50 personnes environ, c'est pas évident de tous s'exprimer et tous prendre place. Donc on a prévu un format en sous-groupe. Donc ça, on vous expliquera après. Voilà, alors effectivement, peut-être quelques mots complémentaires par rapport à qui je suis. Donc je suis psychosociologue du travail et des organisations de formation. Je me suis spécialisée dans les risques psychosociaux au travail. Avant ça, peut-être que c'est important de préciser pour moi aussi que je viens d'une famille de thérapeutes, de psychologues, plutôt au niveau clinique. Donc j'ai baigné, on va dire, dans la marmite la sensibilité clinique depuis toute petite. Et ça a très fortement orienté aussi mon approche, que j'intitulerais approche plutôt clinique du travail et des organisations, avec l'idée de se placer au plus près du vécu du travailleur. Alors, à l'occasion de mon mémoire qui portait, donc il y a plusieurs années maintenant, sur le burn-out, dans mes fins d'études en psychologie, j'ai travaillé cette thématique de l'excellence, de l'idéalité, et c'était l'occasion pour moi de découvrir un champ particulier par rapport à tout ce qu'on peut apprendre des phénomènes sociaux, des phénomènes psychologiques aussi, qui est la sociologie clinique, dont vous trouverez certains ouvrages d'ailleurs ici et sur la table, sur votre gauche. Donc il y a plusieurs ouvrages qui viennent de la socioclinique. La sociologie clinique, je vous expliquerai en quelques mots ce dont il s'agit, mais c'est une discipline qui m'a beaucoup apporté et qui continue à m'apporter pour comprendre ce dans quoi on est, qu'est-ce qu'on peut traverser comme problématique, qu'est-ce que les travailleurs que je rencontre aussi en tant que psychologue peuvent vivre dans le cadre professionnel. Et en quelques mots, mon parcours pour arriver jusqu'ici, aujourd'hui, c'est d'abord un parcours académique. Donc j'ai travaillé quelques années à l'Université de Liège, d'abord comme chercheuse intervenante, plutôt sur des thématiques qui portaient sur la gestion de projets, la créativité, l'innovation. Suite à ça, je suis restée dans le monde académique et j'ai été assistante là-bas dans le service de psychologie sociale. Donc ça m'amenait à rencontrer pas mal d'étudiants, donner des séances de cours de TP et autres. Et puis assez vite, j'ai senti le besoin de me spécialiser dans la thématique des risques psychosociaux, mais de façon pratique. Donc passer du côté académique, théorique, à la réalité de terrain. Ce qui m'a amenée à travailler dans un service externe de prévention, la médecine du travail en l'occurrence. Et donc, dans la médecine du travail, vous avez aussi des équipes, notamment de psychologues, qui sont là pour accueillir les travailleurs en difficulté, mais aussi accompagner les institutions, les entreprises dans des problématiques telles que le stress au travail, le burn-out, les conflits, etc.
Alors maintenant, j'accompagne des personnes de façon individuelle, notamment des personnes qui sont dans des situations de stress au travail, dans des situations de re-questionnement, de choix professionnels, sans forcément être en burn-out, mais en tout cas qui se posent des questions sur le choix, sur la réorientation. Et j'ai cru comprendre que parmi vous, il y en a pas mal qui sont justement dans ce questionnement-là et qui sont en voie de se réinsérer professionnellement ou de se réorienter. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve formidable de pouvoir se questionner sur nos choix. Et le burn-out, sans minimiser évidemment tout l'impact psychologique, physique que ça peut entraîner, hein, donc je ne conseillerais à personne de devoir passer par là pour arriver à se poser des questions sur nos choix. Mais en tout cas, l'opportunité du burn-out, c'est notamment ça, de pouvoir s'arrêter à un moment donné, de devoir s'arrêter, parce que parfois c'est plus possible autrement, et de se remettre en question, de continuellement se questionner sur finalement, c'est quoi mon parcours, est-ce que ça me convient toujours, et comment est-ce que je peux faire pour le mettre en place d'une façon qui me porte et qui me prémunit aussi d'un épuisement à plus long terme. Voilà, alors c'est à travers ces postures multiples finalement, entre le côté plus académique, conceptuel, et toute mon orientation sociologie clinique, et la posture plutôt de praticienne, d'accompagnatrice, on va dire, de personnes en difficulté sur ces thématiques-là, que je vais vous parler aujourd'hui et dont je pourrais vous faire profiter aussi de mon expérience par rapport à ça. Alors le programme du jour, on a commencé un petit peu en retard, mais c'est pas grave parce qu'apparemment on a un petit battement, donc pour ceux d'entre vous qui savent rester un petit peu plus, il est probable qu'on aille jusqu'à midi, mais à midi on s'arrêtera dans tous les cas. En tout cas, ce qui est prévu, c'est d'abord de passer un petit moment à problématiser la thématique du stress et du burn-out, la problématique de l'excellence, pour vraiment qu'on parle tous le même jargon par rapport à ça et qu'on sache bien de quoi il s'agit. Et puis après, il y aura ce temps d'échange en sous-groupe dont je vous parlais, qui pourra permettre de questionner aussi différentes choses, de voir comment ça vient vous mobiliser, vous, l'excellence, le stress au travail, le burn-out. Et puis, un retour en plein air également pour faire un petit peu écho de ce qui se sera échangé au sein des groupes. Ensuite, on fera une petite pause et suite à la pause, je pourrais du coup vous en dire plus sur en quoi finalement le burn-out, la thématique de l'excellence se joue dans le secteur de la petite enfance plus précisément. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça et surtout comment est-ce qu'on peut s'en prémunir, quelles sont les pistes par rapport à ça. Voilà, on terminera la matinée par un petit peu de questions-réponses si vous en avez. Pour introduire cette matinée rencontre, j'avais envie de vous faire part de certains témoignages du terrain. Donc les slides que vous allez voir ici, les diapositives, c'est soit des images, soit des extraits de témoignages. Et je n'ai pas souhaité mettre énormément de théorie là-dedans. C'est plutôt pour servir d'appui et que vous puissiez plus facilement me suivre. Alors en fait, pour préparer cette conférence, l'année passée, j'avais rencontré une directrice de crèche que j'ai rebaptisée Claire pour des raisons de confidentialité, bien sûr, et qui a un long parcours dans le secteur de la petite enfance, qui a beaucoup travaillé en tant que directrice, qui continue à être directrice de plusieurs entités aujourd'hui, qui s'est formée également à un travail plus thérapeutique et qui a toute une approche réflexive par rapport au bien-être du personnel dans ce secteur-là. Et elle-même a vécu un burn-out, justement. Alors, pour introduire un petit peu la thématique du jour, j'avais envie de commencer déjà par vous faire un petit écho de son témoignage, où elle nous dit « Voilà, je suis directrice de crèche depuis plus de 30 ans, et aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, c'est ça que j'ai toujours voulu faire, et je n'ai toujours voulu faire que ça, et rien d'autre. Il y a 6 ans d'ici, j'ai craqué. Je n'ai plus su tenir le coup, c'était de trop. Je gérais 3 entités de crèche avec des équipes malades. J'étais tampon entre mon PO et les équipes. On demande l'excellence dans ce secteur comme dans d'autres. Mais je porte en moi l'excellence. Chaque fois que je vais quelque part, je fais monter la qualité. J'ai à cœur que les enfants soient bien. Comme j'étais en manque de personnel, je faisais des remplacements en crèche le matin, et puis mon boulot de directrice, et puis remplacement le soir, etc. Et donc j'explosais mes heures. Je sentais que le burn-out était là depuis un petit bout de temps, mais je courais plus vite que lui, jusqu'au moment où je n'ai plus pu. Quand j'ai craqué, ils ont dû me remplacer par 3 personnes.
Donc on voit finalement que Claire nous parle de l'excellence, elle porte en elle l'excellence comme elle le dit, et elle le vit dans son rapport aux enfants, aux parents, aux familles, aux collègues et à elle-même finalement. Mais on voit aussi qu'elle a intégré l'excellence d'un contexte social qui la dépasse. Il y a une enquête qui a été menée en 2016, voilà, ça fait 5-6 ans maintenant, et de cette enquête ressortait que les professionnels de la petite enfance, de l'agent de ménage à la directrice, donc vraiment toutes les fonctions, aimaient leur métier. C'était pour certains même une vocation. Il y avait vraiment cette idée de passion, d'amour du métier en tant que tel. Mais ils sont fatigués et en souffrance. Et ça, c'est ce qui ressortait de cette enquête qui a été menée auprès de plus de 800 personnes par une directrice de crèche qui a également traversé une période d'épuisement professionnel. Et on voit effectivement que depuis 2016, les chiffres de burn-out ne font qu'augmenter. Alors, j'ai pas les chiffres précis pour le secteur ici de la petite enfance, mais forcément qu'avec la pandémie, il y a une augmentation également de tout ce qui a été stress chronique, comme on dit, donc un stress qui perdure sur de longues périodes, et qu'on peut s'attendre à une explosion aussi à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment important d'aujourd'hui s'arrêter là-dessus et de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce risque. Alors, comme je vous le disais, l'épuisement professionnel, c'est important pour moi de d'abord essayer de repréciser un petit peu la notion. De quoi est-ce qu'on parle? Parce que burn-out, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années. C'est peut-être même un terme qui a été un petit peu galvaudé et dans lequel on met beaucoup de choses. Mais c'est quoi finalement un burn-out, un vrai burn-out? Alors, en fait, l'inventeur du burn-out, c'est quelqu'un qui s'appelle Freudenberger, qui est psychothérapeute américain, et qui, dans les années 70, était dans une clinique de toxicomanes, et s'est aperçu qu'après 1 an, les bénévoles de cette clinique semblaient être complètement vidés, complètement lassés de leur travail, épuisés. Et il a commencé à employer ce terme, le mot burn-out, pour qualifier leur état. C'est un terme qu'on a utilisé dans plusieurs secteurs, mais qui reste effectivement principalement présent dans le secteur des soins, du lien, psychologue, psychothérapeute, enseignant, éducateur, péricultrice, voilà tout ce qui est en lien et dans le contact finalement, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui peut épuiser à long terme. Mais c'est quelque chose, le terme burn-out, qu'on utilise pour tous les secteurs aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas forcément une énorme différence en termes de statistiques de burn-out dans d'autres secteur. Alors, une petite image pour symboliser ce dont on parle quand on parle d'épuisement professionnel, c'est celle-ci, la bougie. Une bougie qui, comme vous le voyez, est quand même déjà bien consumée. Il reste une petite flamme, mais elle est quand même très faible. Et donc, à l'image de cette bougie, le burn-out, on pourrait dire que c'est finalement l'aboutissement d'un épuisement, une personne, un travailleur qui se serait longtemps impliqué dans son travail et avec énormément d'énergie pour finalement ne laisser plus qu'une flamme toute petite, donc vraiment très peu d'énergie, voire plus du tout. Et une deuxième image qui est assez évocatrice pour parler du burn-out, c'est celle-ci. Comme vous le voyez, il s'agit d'une maison. On voit que c'est une maison, elle est encore présente, mais il y a plein de petits signaux, il y a des petites flammes par-ci par-là qui passent par la cheminée, les fenêtres, les portes, etc. Et à l'image de cette maison, les travailleurs en burn-out, avant d'être complètement en burn-out, vraiment dans un effondrement et ne plus savoir bouger, dans certains cas, pour aller au travail, en fait, les signes sont là. Les petites flammes que vous voyez dans cette maison, elles sont présentes. Mais le premier symptôme du burn-out, c'est souvent le déni. On veut pas voir ça. On se dit, mais non, c'est bon, on a toujours fait comme ça, on s'est toujours beaucoup impliqué dans le travail, on a toujours été présent, dynamique, etc. Et ça va, c'est pas grave, ça va passer. Oh, bientôt les congés, ça me fera du bien, 1 semaine, et puis c'est bon, c'est reparti. Et souvent, on mise sur ces petits temps d'arrêt, et en fait, on s'aperçoit qu'on recommence encore plus fatigué, parce que le fait de s'arrêter, un petit peu comme parfois, vous avez certainement déjà vécu ça, on travaille, et puis bam, on est en congé, on tombe malade. Puisque le corps s'arrête et justement, là, il y a toute la possibilité de se relâcher qui vient. Et souvent, dans ces cas-là, quand il y a vraiment un épuisement, une période de congé d'1 semaine, 2 semaines, voire même parfois 3 semaines ne suffit pas.
Et donc ici, effectivement, à l'image de cette maison, parfois, ce qui est interpellant, c'est que le travailleur, il continue de venir au travail. Il est toujours dynamique, il peut toujours travailler, il peut toujours être en contact avec les enfants, les parents, etc. Mais il y a plusieurs signaux qui sont là, et notamment de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des pertes de mémoire, moins de tolérance pour les cris des enfants, justement. On rentre chez soi et les cris de nos enfants nous semblent insupportables. Donc voilà, plein de petites choses qui sont présentes et qui, si elles restent un long moment, peuvent devenir assez critiques. Mais comme ça va, le travailleur est là, il continue à venir, on peut se dire, voilà, c'est pas grave. Hein. Et donc, pour l'entourage, c'est compliqué aussi parfois de réaliser quelque chose à ce niveau-là. Puisque, comme je le disais, le premier symptôme, c'est souvent le déni. On ne veut pas voir les choses. Ici, Claire, par rapport à ça, me disait « J'ai été voir un spécialiste du burn-out qui m'a énoncé tous les signes physiques et autres que j'avais et qui nécessitaient de me mettre en arrêt. Au début, je ne voulais pas, je ne pouvais pas accepter de rester plusieurs semaines en arrêt de travail. Ce n'était juste pas possible. Mais ce qui m'a finalement fait accepter la nécessité de m'arrêter, et finalement pour plusieurs mois, à ce moment-là, ce sont les paroles qu'il a eues. Tout ce que tu vis en ce moment, le stade après, c'est l'AVC. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Et c'est là qu'elle s'est arrêtée pour 1 an et 2 mois. Parce qu'effectivement, il y a un processus qui fait qu'à un moment donné, si on ne s'écoute pas suffisamment, si on n'écoute pas, par exemple, le médecin chez qui on va aller, il y a un moment où, même au niveau hormonal, au niveau physiologique, on s'épuise. Et pour vous donner peut-être une vue là-dessus, je vais essayer de le schématiser ici, sur ce tableau. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du cerveau. On va s'arrêter juste l'espace de cette petite parenthèse sur le processus physiologique qui peut permettre parfois de visualiser en quoi un stress chronique, un stress qui est trop long sans période de récupération, peut vraiment physiologiquement nous épuiser. Donc en fait, nous avons, au niveau de l'évolution du cerveau, nous avons commencé par d'abord avoir ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qu'on partage avec les reptiles, justement, avec tous les animaux. Et c'est ce qui nous permet de fuir une situation de danger. Pensez à l'antilope dans la savane, face à un lion. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fuit, à toute vitesse. Et ça, c'est grâce à son cerveau reptilien. Elle peut aussi combattre. Dans certains cas, peut-être que c'est mieux de combattre que de fuir, mais au niveau de l'antilope, je lui conseillerais plutôt de fuir face à un lion. Hein. Donc il y a plusieurs méthodes pour fuir le danger, et ça, on a tout ça en nous. C'est quelque chose d'instinctif, c'est ce qui va nous protéger d'un danger. Alors aujourd'hui, nous, heureusement, dans la rue, ici à Bruxelles, on ne va pas trop croiser de lions, enfin j'espère, mais par contre, le danger, ça va être quoi ? Ça va être un stress au travail, des enfants qui crient à longueur de journée, des exigences incompatibles, finalement, en termes de nombre d'enfants à gérer et la qualité qu'on veut y mettre, etc., dans le soin, dans le lien. Ça va être tout ça, finalement, qui peut être un peu considéré comme le lion. Et comment est-ce qu'on réagit à ça ? On fait face, on fait face, on fait face. Et parfois, on n'a plus d'autre choix que de s'arrêter et de fuir, plutôt, la situation. Mais le but, c'est d'éviter d'en arriver là, justement. Ça, c'est le reptilien. Alors après, on ne s'est pas arrêté là, hein, on est quand même un petit peu plus évolué que dans le monde animal uniquement. On a le cerveau qu'on appelle le cerveau néolimbique ou, de manière plus vulgarisée, le cerveau émotionnel. C'est ce qui fait qu'on ressent des émotions, que ce soit positif, négatif, de la joie, de la colère, de la frustration, de l'injustice, etc. De l'anxiété aussi, hein, on a beaucoup parlé d'anxiété durant toute cette période Covid. Et puis, dernière couche, le cerveau cortex, le néocortex, qui nous permet de penser, d'intellectualiser, de réfléchir, de mémoriser, de vous comprendre ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui, de moi de vous parler, etc. Et ça, très peu d'animaux ont un cerveau cognitif, et ceux qui l'ont, ce sont des cerveaux qui sont beaucoup moins évolués que les nôtres. Je pense par exemple aux grandes baleines, aux dauphins, etc. Ils ont une petite partie cognitive, mais évidemment beaucoup moins évoluée que la nôtre. Alors, comment est-ce que ça va se passer quand on est face à un stress dans le monde extérieur, par exemple ? Il y a un stress qui est là, il y a une grosse charge de travail, beaucoup d'enfants à gérer, par exemple. Eh bien, voilà, on y va, on va performer, on va y arriver. Pourquoi ? Grâce à quoi ? Parce que
on a une hormone qui s'appelle l'adrénaline, dont on parle beaucoup. C'est ça qui nous motive, qui nous met en action. Donc heureusement qu'elle est là, cette hormone. C'est ça qui va nous donner l'énergie, qui va nous donner aussi la vigilance pour se concentrer, savoir être vigilant avec tous les enfants qui sont là, par exemple, etc. Et puis on a une autre hormone qui est le cortisol. Le cortisol, c'est la deuxième hormone qui agit juste après l'adrénaline pour faire face à un stress qui se prolonge un petit peu. Donc c'est pas juste un stress comme ça, un feu rouge et bam, on doit s'arrêter. C'est toute la journée, on doit quand même faire face à pas mal de choses. Et donc le cortisol, il est là pour nous mettre en mouvement. C'est ça qui fait que le matin, on peut se lever. D'ailleurs, notre taux de cortisol au matin est le plus élevé toute la journée. Et comment ça se passe après ? On rentre chez nous. A priori, on a un petit temps quand même de repos, on fait quelque chose qui nous fait du bien, on va faire une balade, etc. Et donc, ces hormones, elles vont pouvoir justement redescendre à la normale. C'est le processus d'homéostasie, le processus d'équilibre. Et heureusement que ça redescend, parce que c'est ça qui nous permet de ne pas nous épuiser, justement, de pouvoir à chaque fois être dans la performance, le fait d'agir au travail, et puis on récupère. Et puis à nouveau, on peut bien fonctionner le lendemain, et on récupère, etc. Ça, c'est quand tout va bien. Mais dans un monde comme le nôtre, où on est constamment, comme Claudia l'expliquait, soumis à plusieurs pressions, que ce soit au niveau du secteur de la petite enfance ou à d'autres niveaux. Et en plus, ça ne s'arrête pas au niveau du travail, quand je disais quand on rentre chez soi, mais quand on rentre chez soi, il y a plein d'autres contraintes qui sont là aussi, vous avez probablement des enfants, etc. Il y a plein de choses à gérer, et on exige de nous d'être performants dans notre vie à différents niveaux. Il faut être un bon parent, il faut être une bonne péricultrice, un bon directeur de crèche, un bon travailleur, il faut être en forme, il faut bien manger, il faut avoir une bonne vie sociale, bref, plein d'exigences à tous les niveaux. Et à un moment donné, ça fait beaucoup. Et donc toutes ces exigences-là, tout ce que je viens de dire ici, elles sont présentes tout le temps, même parfois trop, et sans suffisamment ces moments de battement, de récupération, où on peut un petit peu souffler, faire le vide, etc. et s'arrêter. Du coup, le risque, c'est que les hormones, elles ne redescendent pas, elles restent tout le temps en activation. Adrénaline, cortisol, en puissance 10. Sauf que, comme je le disais, c'est génial tant que c'est à un moment donné, parce que ça nous met en activation, etc. Mais si c'est tout le temps, ça commence à venir un petit peu détraquer nos couches neuronales, et on commence en général par cette couche-ci. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière à être apparue dans l'évolution, donc c'est celle dont on a le moins besoin pour survivre, finalement. Celle-là, elle est super importante pour survivre. Comme je vous l'ai dit, c'est le cerveau de la survie. Mais la couche cognitive, on peut toujours bien fonctionner, même si on mémorise un petit peu moins, si on a des petits oublis, si on se concentre moins facilement, etc. On peut quand même encore vivre. Et donc cette couche, elle est un petit peu mise en stand-by par l'organisme pour privilégier toutes nos autres fonctions vitales et faire face alors à tous ces stress. D'où, du coup, des troubles de la mémoire, des oublis. Certains disent qu'ils se sentent très lents, ils ont du mal à faire des choses, même routinières. Parfois, quand on est très, très épuisé, à un moment donné, même faire la vaisselle, ça nous paraît une corvée, aller faire les courses, plus l'énergie, etc. Mais surtout, il y en a beaucoup qui mettent en évidence ces oublis, la difficulté de retenir des informations. Je vais à la cave, je ne sais plus pourquoi. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'on oublie une fois de temps en temps des choses, que vous allez faire des courses, que vous ne savez plus ce que vous alliez trouver, que d'office vous êtes en burn-out. Mais c'est si tout ça se combine à plusieurs autres facteurs. Au niveau émotionnel, on est touché assez vite aussi, parce qu'on peut très bien sentir, vous comme moi, quand on est dans des périodes de stress qui se prolongent, que on est irritable, stressé, anxieux, on est plus à vif, à fleur de peau, susceptible, on va prendre très mal une remarque, etc. Et donc ça, c'est le côté émotionnel qui est touché à ce moment-là. Alors si à un moment donné, on réalise ça, on se dit « Oula, il faut quand même que je fasse un peu gaffe parce que là, je commence à aller trop loin par rapport à mes limites ». Plusieurs personnes peut-être de mon entourage me le disent, que je change un peu de comportement, que j'ai tendance à m'isoler ou à être plus agressif, plus impulsif. Et peut-être qu'il faudrait que j'écoute ça. Et si on l'écoute réellement et qu'on peut mettre des choses en place et qu'on le fait, il y a probablement beaucoup de chances pour que on retourne à la normale et que ce processus d'homéostasie puisse à nouveau se faire et rétablir un peu des ressources, du repos, etc. Et ça va, on ne tombera pas dans l'épuisement total. Mais si on ne le fait pas, si on se dit « mais non, on est fort, on va tenir le coup, il faut mettre ça chic », et c'est un petit peu toutes les injonctions qu'on reçoit aussi, faut être fort dans la vie, il faut se battre, il faut y arriver, il ne faut pas laisser tomber, surtout pas. Et puis, qui on est, si on arrête, on ne va quand même pas laisser tomber nos collègues, les enfants, les familles, etc. Eh bien là, le risque, c'est qu'à un moment donné,
c'est le corps qui décide, parce que c'est le cerveau de la survie qui est touché à ce moment-là. C'est pas juste ma première couche ici, la deuxième, c'est vraiment celle qui est fondamentale. Et donc, si notre couche reptilienne, cerveau de la survie, est touchée, ben, comme Claire le disait, justement, prochaine étape, c'est quoi? C'est l'AVC, ou crise cardiaque, ou encore pire. Et donc, notre cerveau de la survie, ben, heureusement qu'il est là, parce que son rôle, c'est de nous faire survivre face au danger, et il va nous dire, là, stop. Tu t'es pas écouté, t'as pas été chez le médecin, et bien là, maintenant, moi, je te mets à l'arrêt. Moi, ton corps, te met à l'arrêt. Et donc, c'est pour ça que parfois, effectivement, les manifestations sont très brutales. C'est du jour au lendemain, on ne sait plus se lever de son lit, ou on va jusqu'au travail, et puis face à notre travail, on n'arrive plus à rentrer, à passer la porte, ou même avant ça, on est un petit peu désorienté sur la route, on ne sait plus où on est. Parfois, c'est très brutal, parce que c'est justement le cerveau reptilien qui nous ordonne de nous arrêter à ce moment-là. Et donc pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est justement pour essayer de faire prendre conscience qu'avant d'en arriver là, il y a des signes qui sont là. On peut parfois essayer de les écouter, mais aussi de se laisser interpeller par notre entourage, parce que dans beaucoup de cas, finalement, l'entourage est là pour quand même manifester que voilà, il y a quelque chose qui inquiète, le comportement a changé, etc., comme je le disais. Et donc vous aussi, en tant que collègue, donc ici la conférence c'est vraiment d'abord pour vous sensibiliser vous et vous prémunir vous, parce qu'on ne sait pas aider les autres si on n'est plus bien soi-même, comme on dit, c'est prendre soin de soi avant d'aider les autres, parce que sans ça, on ne sait plus aider les autres non plus et prendre soin des autres. Mais vous, en tant que professionnel, c'est aussi important, et en tant que proche, de manière générale, de pouvoir être sensible et à l'écoute des collègues par rapport à ce type de problème-là, pour pouvoir faire des retours sur ce qui peut parfois être perçu comme inquiétant. Un collègue qui vous semble différent d'avant, qui a l'air épuisé, qui le manifeste de différentes manières, mais qui ne veut peut-être pas s'arrêter, qui ne veut pas le voir, etc. C'est vraiment important de pouvoir lui partager avec quoi vous êtes par rapport à ça et votre vécu à ce niveau-là. Même si c'est parfois délicat de trouver les mots, etc., je le sais bien. Mais de pouvoir vraiment dire, voilà, moi, en voyant un petit peu ton comportement ces derniers jours, tu viens plus manger avec nous à midi, j'ai l'impression que tu t'isoles un peu plus, etc., mais ça m'inquiète, moi. Comment est-ce que tu vas? Et est-ce que tu veux qu'on en discute? Simplement ça, parfois, ça peut faire prendre conscience, et même si les personnes, dans un premier temps, comme je le disais, c'est le déni, donc voilà, peut-être qu'elles vous répondront, mais non, t'inquiète, pas de souci, je gère, je gère, c'est souvent le mot. Mais s'il y a une personne, une collègue, et puis un autre collègue, et puis quelqu'un de l'entourage, le compagnon, ou encore d'autres personnes qui font ce retour-là, même parfois les enfants qui font leur retour aux parents, peut-être que ça va aider justement à prendre conscience et à se dire, bon ok, là, il y a quand même pas mal de personnes qui semblent s'inquiéter pour moi, est-ce que je décide d'écouter ça ou pas? Et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse plutôt physiologique, on va dire, par rapport au burn-out. Alors, juste pour remonter un petit peu à l'origine du terme burn-out, à la base, parce qu'on parle du burn-out professionnel, mais à la base on ne parlait pas uniquement du burn-out professionnel. Ici, quand on regarde la première définition de Freudenberger dont je vous parlais, qui travaillait avec des toxicomanes, il dit, en fait le burn-out c'est un état de fatigue ou de frustration qui est causé par le fait d'être dévoué à une cause. Alors cette cause, ça peut effectivement être le travail, l'organisation, l'entreprise, la crèche et autres, ou à un mode de vie, ou encore une relation qui n'a pas correspondu aux attentes. Dans le sens où il y a un idéal attendu par le professionnel ou par la personne qui n'est pas atteint. Et ça me semble important de le rappeler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec la crise Covid qui nous a ramené aussi à ça, à être beaucoup en connexion avec la réalité plutôt sociale, sociétale et puis tout ce qui se passe aussi au niveau de la vie familiale. Maintenant, on parle beaucoup depuis plusieurs années du burn-out parental par exemple. Donc là aussi, on se dévoue à une cause, à des relations entre parents-enfants. On a des idéaux par rapport à l'éducation des enfants et quand on n'arrive pas à satisfaire ces idéaux parce que la réalité nous en empêche et ses multiples contraintes, si on persiste à vouloir à tout prix atteindre cet idéal, eh bien on est à risque parce qu'on s'use finalement. Un petit peu à cette image aussi,
Montricard, qui veut atteindre le soleil, un petit peu avec cette idée d'idéal à atteindre. Eh bien, si on cherche à atteindre trop proche, de manière trop proche le soleil, on peut se brûler, on se brûle les ailes. Et ici, Freudenberg disait par rapport à ça, le burn-out, ça pourrait aussi être dit comme la maladie de l'âme en deuil de son idéal. Elle n'arrive pas à faire le deuil de cet idéal et donc on s'efforce à maintenir notre cap, notre niveau d'exigence, à vouloir être le meilleur professionnel qu'on veut être en lien avec les enfants, de manière personnalisée, etc. Alors que peut-être que le nombre ne nous le permet pas, on doit en gérer trop, il y a d'autres contraintes, il y a des absents dans l'équipe, etc. Et donc tout ça fait que parfois ça nous met en difficulté pour atteindre cet idéal. Par rapport à ça, une autre péricultrice nous dit « Moi je suis forte, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, ça ne m'arrivera pas. » Et pourtant, c'est de plus en plus dur, ça va de moins en moins bien. Mais pas le temps d'y penser, pas envie, pas le temps de s'écouter, ne pas fléchir, ne pas montrer ses failles, ses faiblesses, être forte tout le temps, ne pas craquer, ne pas lâcher, ne pas penser à soi. Et effectivement, dans mon parcours, je rencontre pas mal de travailleurs qui viennent qui sont même très gênés d'être là dans un premier temps et qui disent voilà, pour moi, le burn-out, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrivait qu'aux autres. Jusqu'à un stade où, effectivement, mon médecin m'a déclaré en burn-out. Apparemment, je suis en burn-out. Et c'est très difficile pour eux de réaliser ça dans un premier temps. Et c'est seulement quand on passe un petit peu en revue tous les symptômes physiques, émotionnels, cognitifs, comme ceux que je vous ai expliqués ici, qu'ils réalisent « Ah oui, quand même, je suis un peu mal en point. Je suis quand même fatiguée. » Mais pour moi, le burn-out, ça n'existe pas. Je suis quand même pas, j'ai pas une jambe dans le plâtre, j'ai pas de cancer, etc. Et donc, comme c'est pas quelque chose de physique au départ, c'est très compliqué de sauter justement cette étape du déni. Et c'est seulement à partir du moment où on prend conscience de ça, où on accepte aussi la situation, les limites. Et c'est très difficile pour ces professionnels d'accepter les limites, parce que c'est pas n'importe qui tombe en burn-out. C'est souvent des personnes très engagées, très performantes, très impliquées. Et donc, se dire que nous aussi, on a des limites et qu'on est vulnérable comme tout être humain, c'est quelque chose à accepter dans un premier temps. Alors maintenant que j'ai parlé un petit peu de stress, de burn-out, je voudrais vous parler de la thématique de l'excellence, avant qu'on passe à un moment plus d'échange en sous-groupe. La thématique de l'excellence, en fait, je vais la décliner sous forme de 3 hypothèses. La première, c'est que l'excellence, c'est d'abord un idéal moteur. C'est quelque chose qui nous motive, qui nous porte, qui va nous mobiliser. Mais la deuxième, c'est que d'une certaine façon, si on va trop loin, ça peut aussi être destructeur. Donc l'excellence comporte une dimension destructrice. Et du coup, si on ne fait pas gaffe à ça, l'épuisement professionnel peut arriver. Et dans mon hypothèse, c'est que l'épuisement professionnel qu'on peut traverser est un petit peu comme un miroir de cette excellence, à la fois motrice, mobilisatrice, et puis d'une certaine manière destructrice dans certains cas. Alors pour en savoir plus et pour en apprendre plus sur la thématique de l'excellence, vous trouverez d'ailleurs ici sur la table, j'ai vu qu'il y avait plusieurs exemplaires, ce livre, Le coût de l'excellence, qui provient donc de la discipline sociologie clinique, Madame est en train de le montrer ici, et qui m'a beaucoup parlé. Moi, c'est le premier que j'ai lu en fait dans cette discipline sociologie clinique. Quand j'étais en stage dans une entreprise, une grande entreprise dans le secteur des ressources humaines, et en fait, je le lisais dans le train pour y aller, au matin, pour revenir, et tout ce qui était écrit dans ce livre me parlait à moi, alors que j'étais étudiante. À ce moment-là, j'étais en stage, mais voilà, je me connectais au monde du travail pour la première fois de cette façon-là. Et j'ai bien réalisé que tout ce dont il parlait, qui date en fait de 1991, donc c'est pas un livre récent, était encore d'actualité. Et aujourd'hui encore, 10 ans plus tard, c'est encore d'actualité également. Et en fait, c'est un livre qui est venu en réponse à un ouvrage best-seller que vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, qui s'appelle Le Prix de l'excellence, qui avait été écrit par Peter C. Waterman pour mettre en évidence les meilleures stratégies managériales et organisationnelles pour arriver à du progrès permanent, à de l'excellence au niveau performance économique, faire face à la concurrence, etc. Et c'était un petit peu les recettes finalement pour arriver à une bonne efficience économique. Et en réponse à ça, Vincent de Goljac, qui est le fondateur de la sociologie clinique à Paris, et Nicolas Aubert, sa collègue, ont écrit cet ouvrage qui permettait de voir un petit peu le revers de la médaille par rapport à ces stratégies managériales et organisationnelles qui se sont développées petit à petit dans le milieu privé, mais de plus en plus dans le milieu public aussi, marchand, non marchand et dans tout secteur.
Alors, la première hypothèse dont je vous parlais, c'est un idéal moteur, et c'est important de le reconnaître. L'excellence, c'est d'abord quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, à faire un travail de qualité, avec une bonne rentabilité. Et donc, finalement, pour introduire un petit peu à cette première hypothèse, j'ai besoin de redescendre, de retourner un petit peu en arrière, en nous replaçant plusieurs décennies en arrière ici, dans les années 70, où les grandes instances, les grands systèmes de référence comme l'Église, l'armée, la nation, l'État, etc., qui étaient déjà en train de décliner depuis plusieurs années, commencent à prendre de moins en moins d'importance. On est de moins en moins à faire référence à ces systèmes d'appartenance qui servaient de point de repère collectif avant. Et du coup, ça laisse les individus, les personnes, vous comme moi, dans une position de choix individuel à poser. Ah ben voilà, on doit se développer personnellement, professionnellement, on doit faire des choix d'études, faire des choix de métier, faire des choix de hobby aussi, de sport, etc. Et on est sommé de se développer à travers ces différentes choses-là, avec toute la logique très enrichissante à ce niveau-là. Il s'agit de s'épanouir en tant que personne, etc. Donc c'est vraiment l'individualisme qui arrive et qui prend place. Mais d'une certaine façon, à ce moment-là, et on le sent encore aujourd'hui, le fait que toutes ces grandes instances déclinent et qui nous donnaient du sens sans qu'on doive trop se poser de questions, nous fait un peu errer dans du vide. On a un vide et on doit poser des choix. On a un vide à remplir. C'est ce que Lipovetsky appelle l'ère du vide, justement. Et à ce moment-là, l'entreprise, avec toutes ces idéologies excellence économique, excellence en termes de qualité totale, de rentabilité, d'immédiateté, etc., arrive et comble un petit peu ce vide et nous propose en fait de nous réaliser à travers notre travail. Donc, si le travail prend une place aussi grande aujourd'hui et qu'on parle de burn-out qu'on traduit par épuisement professionnel de manière très générale, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que depuis ces années-là, depuis les années 70-80, eh bien, le monde du travail prend une importance très forte. C'est pas juste travailler pour gagner sa vie et pour pouvoir faire des projets sur le côté. C'est travailler pour se réaliser et pour se valoriser aussi en tant qu'être humain. Et donc, dans un premier temps, c'est quelque chose qui devient de plus en plus la norme, en fait. L'idéal, on parle de l'idéal au travail. Voilà, il s'agit d'être performant, d'être idéal, d'être excellent. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui, comme je le disais, nous mobilise, nous rassure aussi, parce que c'est une manière aussi d'avoir des points de repère. On se développe à travers notre travail, à travers notre engagement professionnel. C'est valorisant si on y arrive, justement. Si notre entreprise réussit, je réussis. C'est un peu l'équation. Et donc, c'est très mobilisant et gratifiant. Donc, c'est moteur. Et puis en plus, toutes ces normes et ce renforcement en termes d'exigence, ça vise un idéal en termes de services attendus. Si je prends le secteur de la petite enfance, voilà, il s'agit de proposer des chouettes activités, d'être présent, de pouvoir accueillir un grand nombre de personnes quand même, pour pas laisser des parents comme ça mal et sans endroit pour leurs enfants. Donc il y a plein d'injonctions et cette excellence dans ce secteur-là vise à satisfaire ces injonctions d'idéaux. Donc dans ce sens-là, c'est moteur. Mais j'en arrive assez vite à ma deuxième hypothèse qui est, ok, mais à un moment donné, être idéal dans tout le temps, tous les jours, et puis encore chez soi, c'est compliqué. Et il y a un moment où notre adrénaline, notre cortisol, il doit aussi redescendre à la normale pour pouvoir prendre soin de soi, s'arrêter, etc. Et ici, on nous dit quoi ? On nous dit non, toujours mieux, toujours plus, toujours avec moins de moyens, plus d'enfants, moins de ressources, etc. Et puis, au fur et à mesure, c'est un cercle vicieux parce qu'au plus il y en a qui s'épuisent, au moins on est dans l'équipe et au plus on doit faire face à la charge de travail qui reste, vous le savez bien. Et donc, voilà, à un moment donné, cet idéal, il peut aussi être destructeur. Donc, en plus, il y a plusieurs prescriptions qui sont par nature incompatibles entre elles. Je pense tout simplement à l'exigence de quantité, avoir quand même à accueillir un grand nombre d'enfants, suffisamment en tout cas, pour aussi satisfaire des exigences économiques, de rentabilité, pour que la crèche ne ferme pas, etc., et répondre à des exigences, des impératifs aussi en termes de subsides et autres. Et en même temps, on veut préserver le lien à l'enfant, le soin, le côté personnalisé dans l'éducation, etc. Et donc parfois, c'est incompatible, évidemment. Encore plus dans le secteur social. C'est pas pour rien que du coup le burn-out dans le secteur social est quelque chose d'assez présent.
troisième hypothèse, du coup, c'est un petit peu la conséquence malheureuse. Est-ce que le burn-out, finalement, l'épuisement professionnel, ne serait pas un miroir individuel? Est-ce que ça ne ferait pas écho à tout ce dont je viens de parler ici en termes d'injonction à se réaliser au niveau de l'entreprise, de notre travail, de nous en tant qu'êtres humains de manière générale, en tant que parents, etc. Et donc, ce petit schéma, ça vous montre à quel point il y a plusieurs facteurs dans le burn-out. Le burn-out, ce n'est pas uniquement notre travail qui nous met là-dedans. C'est aussi notre histoire personnelle, notre manière à nous d'être en relation au travail. C'est la façon dont on va pouvoir également faire face à ça. Mais il faut bien réaliser que nous, en tant qu'individus, on est plongé dans une société qui a ses propres normes à ce niveau-là. Et comme je viens de l'expliquer ici, on est dans une société qui vise la performance, l'excellence de manière très, très présente. Aujourd'hui, on tend à voir que la majorité des jeunes qui sortent après leurs études et qui commencent à travailler ont une optique qui, pour beaucoup, commence à différer un petit peu. Ok, je veux trouver un job qui me motive, dans lequel je me sens bien, en accord avec mes valeurs, mais je ne veux pas non plus y laisser ma peau. Comme j'ai vu certains, notamment certains parents, etc., y laisser leur peau. Et donc, j'ai besoin de cet équilibre. Donc ça, c'est positif. Il y a quelque chose qui a l'air de se restaurer quand même à ce niveau-là. Mais il n'y a rien à faire. On est quand même encore dans une exigence d'excellence, de performance, qui peut-être se déplace aussi. C'est plus uniquement au niveau du travail, mais c'est dans tous les autres domaines, finalement, de la vie. Et ça, c'est quelque chose, du coup, qui tient plus à la société, non pas uniquement au travail en tant que tel, mais à la manière dont la société gère ça et promue ça. Promouvoir, pardon. Voilà, donc j'en arrive finalement à ces trois hypothèses pour essayer de problématiser un petit peu la thématique de l'épuisement professionnel et pour aussi reprendre quelques questions qui m'avaient été envoyées par le FRAGE à l'époque et qui sont toujours, je pense, d'actualité. Est-ce qu'il y a des liens entre la quête d'excellence au sein des entreprises et cette même quête d'excellence et de performance au sein des institutions de soins et d'accueil? Est-ce que ça se rejoue aussi dans le secteur de la petite enfance? Et quels sont les effets de la culture zéro risque, zéro bobo, zéro défaut, qualité totale au sein des institutions d'accueil d'enfance? Et dans cette civilisation de l'excellence, de la performance, du dépassement de soi permanent, de la concurrence, mais aussi de l'individualisme, quelle est la place pour la remise en question, le tâtonnement, l'essai, l'erreur, l'échec, comme Claudia vous l'a rappelé? Et j'en ajouterai une. Pouvons-nous ou devons-nous faire le deuil de cet idéal d'excellence, finalement? Est-ce qu'on peut se détacher de son emprise et comment? Donc, comprendre pour agir, parce que c'est peut-être une des premières clés, finalement, c'est de comprendre ce dans quoi on est, la société, ses limites, les exigences de la société par rapport à cette excellence en tant qu'individu, et de pouvoir comprendre comment on peut en arriver là, nous permet justement de se prémunir, ou en tout cas de réagir si on sent qu'on dépasse nos limites à un moment donné. Alors, on va d'abord juste reprendre quelques éléments ensemble par rapport à ce dont on a parlé jusqu'ici, pour mettre en lien le secteur de la petite enfance avec le burn-out et cet idéal d'excellence, mettre quelques images là-dessus et quelques extraits de témoignages, mais comme je vous le disais, j'irai probablement un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu ici. Et pour faire part de ces réflexions, je vais m'inspirer donc beaucoup du concept de la sociologie clinique, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Juste pour vous expliquer en quoi, parce que finalement je ne l'ai pas vraiment décrit, c'est quoi la sociologie clinique? C'est une discipline qui a commencé à émerger dans les années 70 en France, en réaction aux écueils, aux limites de la sociologie qui ne prenait pas suffisamment en compte le vécu de chaque individu par rapport à des phénomènes sociaux, sociétaux, etc. Et donc la sociologie pure et la psychanalyse pure ont toutes les deux finalement beaucoup d'apports, beaucoup de choses à nous apprendre, mais c'est encore mieux quand on peut les mélanger. Et donc la sociologie clinique permet de fusionner ces différentes approches, les approches plutôt liées à la psychologie individuelle, à l'histoire personnelle, à la structure psychologique, etc., de personnalité, et en même temps tout le contexte social, sociétal dont on a vu à travers tous vos échanges, vos témoignages, combien il est présent et combien il nous soumet finalement à cet idéal d'excellence et de performance de façon constante. Et donc la sociologie clinique vient en réponse à ces limites. Elle a été créée par Vincent de Goldjak, dont je vous ai un tout petit peu parlé, et qui a donc écrit plusieurs livres, dont Le coût de l'excellence que vous avez ici.
Et elle part du principe, la sociologie clinique, que l'individu est le produit d'une histoire à prendre d'abord avec un grand H, une histoire qui nous dépasse. On est au monde avec tout un tas de choses qui s'est passé bien avant nous, et avec un contexte sociologique du coup dont il faut tenir compte, mais qu'en même temps, pour vraiment comprendre les personnes dans leur subjectivité, dans leur vécu, c'est important de les écouter, d'écouter leur récit qui va être différent d'un travailleur à un autre, d'un individu à un autre, et donc de prendre en compte aussi leurs premiers attachements affectifs, leur contexte de naissance, leur histoire, etc. Alors, je vais vous montrer par l'intermédiaire de quelques éléments comment finalement cette excellence il est présent dans le secteur de la petite enfance, et pour reprendre des choses que vous avez d'ailleurs déjà mises en avant. Le premier volet de l'excellence dans ce secteur, c'est probablement celui des instances qui le gouvernent, l'ONE entre autres. Les critères qualité de l'ONE, donc vous les avez cités, le code qualité, je pense que c'est ça que vous avez employé comme terme, qui vient de fêter d'ailleurs au niveau de l'ONE ses 100 ans, je pense, l'année passé. Le colloque allait faire suivre justement les 100 ans de l'ONE. Et depuis les années 2000, les exigences et les critères qualité n'ont eu cesse de se renforcer. Il y a eu en 2003 la demande aux établissements du secteur de la petite enfance de construire des projets pédagogiques. C'est quelque chose qui est tout à fait honorable, qui donne une structure, un cadre de référence à partager, mais qui est en même temps très exigeant et qui était très inhabituel pour ces personnes qui travaillaient dans le secteur et qui n'avaient pas été habituées à devoir développer un projet pédagogique, à le suivre, à le questionner, etc. Et puis, il y a eu également le plan qualité, qui, dans ce qu'on m'en a expliqué, en tout cas, il y a une coordinatrice qui vient environ tous les 2 ou 3 ans faire un petit peu le point sur où est-ce qu'on en est en termes d'objectifs, objectifs à venir, objectifs passés, est-ce qu'on y a répondu, etc. Et donc, là aussi, c'est honorable, ça vise la qualité dans ce secteur, mais c'est quand même une pression. Et l'année 2020 marque la réforme de l'ONE, justement, qui se clôturera en 2026, avec la mise aux normes des milieux d'accueil. Et pour citer quelques aspects qui en font partie, la qualité comme partie intégrante des conditions de subvention, donc c'est aussi ça qui va faire qu'on est subventionné ou pas, qui comporte alors le risque de déboucher sur la fermeture de certains milieux d'accueil si on ne peut pas répondre à ces exigences. Un renforcement aussi des exigences en termes de formation des professionnels, directeurs et professionnels, et une augmentation de la flexibilité des heures d'ouverture également, qui fait que on est un petit peu disponible 24 heures sur 24. J'ai rencontré encore des équipes de péricultrices récemment qui me disaient nous, compte tenu du nombre qu'on est dans la crèche, encore pire si quelqu'un d'entre nous est malade, clairement on est rappelable. Donc même quand on est en congé, on n'est pas sûr d'être réellement en congé. Et vu qu'on a parlé tout à l'heure de l'idéal aussi qu'on porte en nous-mêmes, de travailleurs, de ne pas laisser ses collègues tomber, de ne pas laisser les enfants et les familles tomber, etc., c'est très compliqué de refuser et de mettre des limites. Et pourtant, c'est nécessaire. Alors, le deuxième volet d'excellence, c'est probablement celui du parent. Donc, le regard du parent, qui veut évidemment le meilleur pour son enfant, comme tout parent, qui a ses propres impératifs en termes d'éducation. Il faut que l'enfant réussisse bien, il faut qu'il ne morde pas, qu'il ne se fasse pas mordre par d'autres enfants, qu'il ne se tâche pas, qu'il puisse faire plein d'activités, etc., qu'il puisse bien manger, bien dormir. Voilà, il y a plein d'impératifs. Et ces impératifs, parfois, ils rentrent en contradiction avec certains projets pédagogiques ou d'autres valeurs éducationnelles au niveau des péricultrices ou des professionnels dans le secteur. Je prends quelques exemples que j'ai pu déjà entendre, comme par exemple, l'enfant qui est en train de dormir, c'est l'heure du goûter, ses parents voudraient qu'il prenne son goûter avant de repartir, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le réveille, cet enfant, ou pas? Et si le projet prévoit de laisser l'enfant dormir, parce que il y a eu cette décision-là, et ça rentre en lien avec d'autres valeurs, quid alors du regard du parent par rapport à son exigence qui était qu'il voulait que son enfant prenne le goûter. Ou un enfant qui mord ou se fait mordre par un autre enfant, c'est quelque chose d'inévitable, je pense, dans le développement d'un petit être comme ça en devenir. Et en même temps, c'est compliqué parfois d'expliquer aux parents ce qui s'est passé, la nécessité ou le besoin de se justifier, etc., en tant que professionnel, comme si on n'avait pas su être suffisamment vigilant, etc. Donc vous voyez déjà, rien qu'à travers ces deux exemples, pas mal d'injonctions, pas mal de choses qui peuvent venir nous perturber, nous bousculer dans ces idéaux d'exigence, dans ces idéaux en tout cas d'excellence.
Et quand on mêle ces deux volets, ceux de l'ONE, avec toutes ces normes, ces exigences en termes de suivi, de subventions, etc., plus le regard imposant du parent ainsi que le sien en tant que professionnel, ça crée déjà une dynamique très, très présente en termes de qualité totale, de zéro bobo, zéro défaut, etc. Et puis en plus, il y a beaucoup de paradoxes dans ce qu'on exige. Les difficultés, elles arrivent à partir du moment où on n'y arrive plus. On n'arrive plus à faire face à certaines exigences telles que la quantité de travail, la performance économique entre autres, pour pouvoir quand même continuer à ouvrir le milieu d'accueil, etc. Et en même temps, la qualité, le lien qu'on souhaite mettre dans notre travail. Quelques exemples à ce niveau-là de péricultrice. Notre crèche est vieille de 30 ans, mais il faut la remplir pour faire du chiffre et faire rentrer de l'argent. On ne pense même pas au bien-être des professionnels. Les conditions de travail ne font qu'empirer. Le bien-être de l'enfant passe au second plan. Quant au nôtre, n'en parlons même pas. Il faut combler les trous afin de faire du profit. Et donc, on voit combien ces exigences peuvent placer aussi les professionnels dans ce qu'on appelle un conflit éthique ou moral par rapport à ce qu'on vise à mettre en termes d'excellence dans notre travail. Nous avons l'impression d'accueillir toujours plus d'enfants avec toujours moins de professionnels et de matériel. Vous y faisiez référence tout à l'heure quand vous disiez qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources finalement par rapport aux exigences et aux contraintes, notamment de l'ONE et des autres instances. Une directrice qui nous dit « Le milieu de la petite enfance devient un monde stressant pour les équipes et les responsables. Actuellement, la petite enfance devient un univers de rendement. Il est difficile d'y associer la pédagogie. » Ça fait aussi fort écho, je trouve, à ce que vous disiez tout à l'heure. Et pour reprendre les mots de Corinne, cette année, on a eu une professionnelle en moins, mais on reste dans les quotas d'encadrement. Encore moins le temps de penser, trop de travail, trop de bruit, trop de tension, trop d'enfants, trop de familles. Trop de fatigue, trop de fragilité, trop de questions et trop peu de réponses. Et donc vous voyez à quel point le trop revient de façon très, très présente dans son témoignage. Et certains établissements sont effectivement marqués par beaucoup d'absentéisme et comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, ça engendre évidemment un cercle vicieux. Et puis le culte de l'urgence aussi, on est constamment à faire face à cette notion d'immédiateté, encore plus avec les nouvelles technologies, avec le côté virtuel et l'accessibilité des choses de façon très rapide. Il y a cette idée où on envoie un SMS, il nous faut une réponse dans la journée maximum, et encore dans la journée c'est compliqué, on est déjà en train de se faire plein d'interprétations, tiens, est-ce qu'il a eu mon message, est-ce qu'il veut pas me répondre, etc. Parce qu'on est habitué à cette immédiateté permanente maintenant, alors qu'avant c'était un courrier postal, il fallait déjà quelques jours pour qu'il arrive. Voilà, donc il y a cette immédiateté qui est fort, fort présente et ce besoin aussi de remplir, de ne pas laisser place au vide. Pourtant, le culte de l'urgence, il peut être aussi très contradictoire avec les valeurs et l'éthique en tant que professionnel, surtout dans le secteur social. Et Corinne nous dit à cet égard-là, je suis bouleversée de voir que l'on fait tout dans la précipitation. Il faut tout faire vite, même les câlins. Comment expliquer à un petit enfant qu'on n'a pas le temps, plus le temps, qu'on a plein de choses à faire, qu'il n'est pas tout seul ? Je suis bouleversée qu'on ne se soucie plus d'eux, mais de combien ça va coûter, combien ça va rapporter. Je me demande comment continuer à travailler ainsi, continuer à faire de son mieux, avec les moyens qui nous sont donnés. Claquer la porte à la débauche et faire comme si de rien n'était, je ne peux pas et je ne veux plus. Donc on voit combien ce travail nécessite de se donner corps et âme finalement. Et les frontières, on en a parlé avec le côté virtuel, mais les frontières entre vie privée et vie professionnelle sont de plus en plus faibles. Il y a un conflit de valeurs aussi par rapport à ce dont je parlais, avec ces contradictions entre quantité, rapidité, immédiateté et en même temps la qualité en termes de soins, de liens à l'enfant. Et bien sûr, tous les temps de recul que vous avez cités comme étant de plus en plus absents, les formations. On ne va pas à une formation uniquement pour apprendre des choses en termes de contenu, on y va aussi parce que ça vous permet de souffler, de prendre justement ce moment de recul comme vous le permettez aujourd'hui, et ça c'est super, c'est une des premières pistes aussi, votre présence finalement pour se prémunir de ça, c'est de s'interroger sur la question, mais aussi symboliquement de s'arrêter, d'échanger entre collègues, entre travailleurs, entre individus, pour remettre du collectif à tout ça et remettre du lien social par rapport à toutes ces exigences qui viennent nous percuter comme individus. Et c'est vrai que quand on n'a plus les mots pour le dire, c'est là qu'adviennent les mots.
les difficultés en termes de problématiques physiques, problèmes de dos, problèmes de nuque. On dit souvent, hein, j'en ai plein le dos. Finalement, c'est quoi en avoir plein le dos? Ça peut se traduire même physiquement. On a des problèmes de dos, justement, et c'est pas pour rien. Et c'est trop, on porte trop. Et le trop, vous l'avez vu, il est revenu beaucoup de fois dans les témoignages qui viennent de passer. Et c'est moment pour dire les choses, pour parler, et d'où du coup le choix qu'on a posé de se dire c'est pas grave, on est un petit peu hors délai, hors timing aujourd'hui, mais on préconise plutôt de laisser le temps à l'échange plutôt que de combler finalement et de vouloir à tout prix respecter ce timing et toutes les slides que je vous ai prévues, parce que pour moi ce qui est le plus important c'est justement de redonner cette dimension collective. C'est une des pistes sur laquelle j'ai vraiment envie de vous amener. On est aussi dans cette société du faire, où il faut toujours faire des choses, faire plein d'activités, remplir nos vies. C'est très rare, en fait, les moments où on s'arrête, où on se pose la question, tiens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? À quoi est-ce que je peux penser? Non, en fait, on pense plus parce qu'on est tout le temps dans l'action. Et la société valorise ça, l'hyperconsommation, l'hyperactivité, etc. Et en même temps, on entrevoit de plus en plus, au niveau pédagogique notamment, des choses qui portent plutôt sur l'être. Être ici et maintenant. D'ailleurs, vous l'avez dit dans un des groupes, le fait de mettre des choses en place, mais petit à petit, avec des petits objectifs, parce que en plus, on est de plus en plus dans une société de l'incertitude où tout change tout le temps. Et le fait de pouvoir ralentir, d'utiliser des techniques comme la slow pédagogie, etc., de ralentir au rythme de l'enfant, de se mettre à sa hauteur, comme vous avez dit aussi, tout ça, ce sont des pistes pour pouvoir contrer un petit peu cette société de l'hyperactivité, de l'immédiateté, de l'urgence dans laquelle on est. Et en plus, vous l'avez également dit aussi dans vos échanges, c'est un métier qui malheureusement est pas suffisamment reconnu, pas reconnu à sa juste valeur, non seulement financièrement, mais aussi même par les différentes démarches qui peuvent exister. Et si je prends l'exemple de la crise, j'ai entendu beaucoup, et vous l'avez rappelé ici aussi, combien les professionnels de ce secteur se sont sentis abandonnés par le gouvernement, par l'ONE, pas reconnus, pas mis en évidence au niveau médiatique, comme l'ont été plutôt les personnels au niveau du secteur soignant, alors que on a dû continuer à faire face durant cette crise. Vous avez dû continuer à être là en plus avec un risque plus élevé de vous-même attraper la maladie, et pour peu qu'on soit à risque ou qu'on ait des personnes à risque, ça vient confronter aussi par rapport à la vulnérabilité même physique, et puis avec des contraintes énormes et plein de paradoxe dans ce qu'on vous demandait de faire et de respecter en termes de critères de distanciation et le cœur du métier. Donc ici aussi des témoignages par rapport à ça. La dimension affective de leur fonction est pleine de paradoxes. D'un côté, on les invite à répondre aux besoins d'attachement des enfants, et de l'autre, on leur demande de ne pas trop s'attacher, de conserver une bonne distance. Personnellement, en 17 ans de crèche, je n'ai jamais vraiment compris ce que signifiait concrètement parlant cette bonne distance. Et effectivement, la juste distance, elle est très compliquée à trouver quand on est face à un bain d'émotions intenses, comme d'ailleurs la personne que j'ai rencontrée pour préparer cette conférence me disait. Elle ne me faisait part vraiment du fait que, oui, 8 heures par jour, minimum, on est confronté à des cris, des pleurs, etc. Et tout ça, c'est pas grave en soi, c'est la vie. Mais à un moment donné, ça fait beaucoup. Et quand en plus de ça, il y a toutes ces autres exigences, c'est beaucoup à porter. J'exerce un métier que j'aime et j'espère le faire encore longtemps, mais ce sont des métiers difficiles, peu valorisés, sous-payés, malgré l'importance et la nécessité d'un accueil de qualité durant ces années charnières de l'enfance. Le matin, certains parents nous lâchent un agaçant « amusez-vous bien » ou encore « quelle chance avez-vous de jouer avec les enfants toute la journée ? Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour me joindre à vous ?» Nous serions jaunes. Heureusement, d'autres nous lancent un bon courage. Et le burn-out, par rapport à tout ça, c'est très confrontant par rapport à l'image qu'on a de soi, justement. Il y en a beaucoup qui disent « je ne me reconnais plus ». C'est pas moi, ça. Moi, je suis dynamique, moi, je suis performant, moi, je suis un travailleur qui est là. Et non, ça, c'est pas moi ce que je vois dans la glace. Et en plus, le milieu de la crèche, c'est quand même un milieu qui réactive certaines blessures, parfois. Ça fait écho à nous en tant qu'enfants, à nous en tant que parents, comme vous le disiez d'ailleurs. C'était dans le groupe qui échangeait sur, finalement, en quoi notre fonction de péricultrice, ou en tout cas dans le secteur de la petite enfance, vient faire écho à nous en tant que parents. Il y a beaucoup de liaisons. Et ça peut venir faire écho aussi à notre histoire personnelle.
personnel en tant qu'enfant et parfois enfant blessé. Donc ça renvoie beaucoup à l'image de soi et effectivement quand on n'y arrive plus, on n'arrive plus à faire face, la tendance est de se responsabiliser, d'avoir honte, de ne pas avoir su tenir le coup puisque la société nous soumet à l'injonction de tenir le coup et en même temps se sentir coupable par rapport aux collègues et aux enfants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut faire le deuil de cet idéal de perfection, finalement ? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est, puisqu'on l'a bien vu, le burn-out, ce n'est pas une faiblesse individuelle. Le burn-out, c'est un miroir d'une excellence qui est portée malheureusement trop individuellement et d'une excellence qui est vraiment valorisée par la société, par l'évolution contextuelle comme on l'a nommé et qui se concrétise très fort aussi dans le milieu de la petite enfance. Et donc, si on part de l'hypothèse que le burn-out, c'est une réponse individuelle à un malaise social, organisationnel et plus généralisé, eh bien, la première chose à faire, ce serait d'agir au niveau de la société, au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, etc. Et à ce niveau-là, heureusement, il y a plusieurs actions qui commencent à poindre leur nez depuis quelques années, et peut-être encore plus avec cette crise Covid. J'étais à un colloque par rapport à la semaine de la santé mentale qui est en cours cette semaine-ci, et qui montrait comment le Covid, finalement, a permis, c'est peut-être l'opportunité, de remettre au centre l'intérêt et l'importance de s'occuper de la santé mentale, de manière plus globale qu'uniquement la santé mentale au travail, parce que le Covid, bien sûr, est venu fortement la bousculer, mais bien avant le Covid, on est dans des problématiques à ce niveau-là très, très importantes. Et une grande majorité des absences, des arrêts de travail, des absences maladie sont liées à des problématiques au niveau plutôt mental, psychologique, sur base de l'évolution, justement, de la société. Donc, on pourrait même parler de pathologie de la civilisation. Certains les nomment comme ça, par rapport au burn-out, entre autres. C'est l'évolution sociétale qui amène à ça. Et donc, des initiatives, il y en a, mais il n'y en a pas encore assez, et beaucoup d'entre elles sont malheureusement trop individualisantes. Je prends un exemple. On met en place des subsides, des fonds, etc., pour donner du soutien de première ligne aux personnes qui seraient dans le besoin par rapport à ça, qui sentent des signaux de stress, de dépression, etc. C'est très bien, au moins ces personnes ne doivent pas elles-mêmes payer de leur poche tout, en tout cas, dans sa globalité, pour être aidées individuellement, mais c'est de l'aide individuelle. Et donc, ça peut, d'une certaine façon, si on ne fait que ça, renforcer le message que le burn-out, en fait, voilà, c'est quelque chose, le stress, en tout cas, c'est quelque chose de normal. C'est devenu la norme, en fait. L'idéal, c'est normal. L'excellence, c'est normal. Et donc, si on n'y arrive plus, il faut se faire accompagner individuellement pour tenir le cap, pour gérer nos émotions, pour gérer notre stress, entre guillemets. Et déjà, rien que dire ça, gérer notre stress, c'est énorme comme message. Ça veut vraiment dire, en fait, le stress, c'est nous. Il est normal, il est accepté. Il faut juste apprendre à le gérer. Et donc, envoyer les professionnels en formation, gestion du stress, etc. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi. Moi-même, je donne des formations gestion du stress et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir se questionner là-dessus, se mettre en réflexion, voir qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les outils, les techniques, etc., qui peuvent nous y aider. Mais c'est toujours à condition qu'il y ait un accompagnement à un autre niveau et qu'il y ait également un accompagnement, par exemple, si je donne une formation gestion du stress dans une entreprise, je vais vraiment essayer de faire en sorte qu'à côté de ça, il y ait un questionnement au niveau des dirigeants, au niveau plutôt managérial, etc., sur qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ce stress ? Quels sont les facteurs qui sont stressants chez nous et sur lesquels on a de l'impact ? Bien sûr, il y en a un tas sur lesquels on n'a pas d'impact, mais il y en a sur lesquels on a de l'impact. Et comment est-ce qu'on peut réintroduire du lien, du collectif, pour faire face à ça ensemble ? Et c'est beaucoup plus facile à porter ensemble qu'individuellement. Sinon, on se responsabilise soi-même de ne pas avoir tenu le coup, de ne pas avoir tenu cap, et du coup, de tomber, de décompenser et d'être en arrêt de travail. Donc, il y a encore à faire, mais c'est en cours. Et ça, c'est l'espoir qu'il y a aussi. Et donc, agir au niveau des entreprises, des organisations, des milieux et établissements d'accueil, par exemple, ça sera vraiment nécessaire, et ça l'est actuellement encore plus avec cette période de crise, de laisser dire et entendre la souffrance des professionnels, de libérer du temps en termes d'investissement finalement. C'est un investissement à long terme parce que ça va permettre, dans le meilleur des cas, de s'épargner d'absence maladie, d'arrêt de travail, etc. Mais de libérer du temps pour accorder ces espaces collectifs d'échange, pour pouvoir re-questionner le projet pédagogique, re-questionner toutes les exigences auxquelles on fait face, voir sur quoi on met la priorité, porter ensemble le cadre,
Il y a des outils qui existent pour faire circuler l'information, hein. Je pense que l'ONE, notamment, impose des journées de réflexion, des formations, des outils tels que des notes d'information, des tableaux d'affichage. Voilà, il y a des choses qui existent, mais ils n'ont de sens que s'ils sont mis en régulation permanente, mis sur la table, finalement, en équipe, pour se questionner là-dessus, sur ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, sur les échecs, qui, s'ils sont remis sur la table et partagés collectivement, peuvent potentiellement donner des opportunités créatrices, justement. On peut apprendre de nos erreurs. Et c'était justement intéressant de voir le lien entre la thématique du colloque il y a 1 an et demi, tous ratés avec la thématique de l'échec et de la réussite scolaire, et finalement la demande d'intervention sur cette thématique, parce qu'on peut vivre le burn-out comme un échec aussi, évidemment, et beaucoup le vivent comme ça dans un premier temps, parce que c'est un petit peu l'idée, j'ai pas su faire face, en fait, j'y suis plus arrivée. Et c'est là que la responsabilisation individuelle est destructrice, parce que si on arrive à prendre conscience que en fait le burn-out, c'est pas uniquement notre burn-out, c'est le burn-out de la société et du travail, et celui qui est assis dans le bureau d'un psy, c'est le travailleur, mais ça devrait être le travail, en fait, ça devrait être le milieu plutôt organisationnel. Et malheureusement, c'est plutôt au niveau individuel que les cures, entre guillemets, se passent. Mais donc, si on pouvait justement remettre tout ça en lien, en mouvement, recréer du lien social, et notamment à travers des formations, des journées d'études, des petites réunions d'équipe, etc., de façon assez fréquente, pour permettre ces temps de recul sans enfants aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident d'être sans enfants à un moment donné dans la journée, et redescendre aussi au rythme de l'enfant, comme je le disais, avec les techniques de slow pédagogie, qui visent aussi à prendre ces moments de recul, de lenteur, de laisser aussi l'enfant dans des moments où il n'y a pas forcément une activité dirigée, où il y a une activité libre, où il peut lui-même choisir finalement d'être dans quelque chose, un petit peu les approches Montessori, finalement, où il peut choisir une activité dans laquelle il va réussir, il est confortable, etc. Et puis l'éveil sur d'autres choses, mais s'il rate dans cette activité-là, c'est pas grave, il sait qu'il peut se retourner vers autre chose. Si par exemple l'enfant, le sport et tout, l'activité physique, c'est pas trop son truc, ok, il va peut-être y toucher un petit peu, et puis des moments où il peut revenir vers quelque chose qui lui parle plus, dans lequel il se sent mieux, et ne pas se sentir mis en échec lui-même finalement, pour revenir à ça. Et puis, en tant que conseillère en prévention dans un service externe au niveau de la prévention au travail, je ne peux pas faire l'impasse que de parler aussi des choses qui sont mises en place par rapport au cabinet extérieur. Normalement, tout établissement, toute société, toute entreprise en Belgique est liée à la médecine du travail, à une médecine du travail, il y en a une dizaine en Belgique. Et cette médecine, comme je l'expliquais, en expliquant un petit peu mon parcours et ma fonction, comporte également des fonctions des psychologues qui peuvent accueillir et mettre en place des interventions, soit individuelles, mais aussi collectives. Et dans les interventions collectives, il y a notamment l'obligation de mettre en place une analyse des risques psychosociaux qui permet de faire le point sur son vécu au travail et de le partager avec les autres collègues. Mais cette analyse des risques psychosociaux, elle n'a de sens que si elle permet une action. Parce que si c'est juste pour faire un rapport sur tout ce qui va bien, tout ce qui ne va pas bien, et que ce rapport est laissé dans un petit tiroir et qu'on n'y revient plus, ça ne sert vraiment à rien. Au-delà du fait que ça aura permis quand même un moment d'échange entre collègues, si cette analyse est mise en place plutôt par groupe participatif, par exemple, etc. Parce qu'on peut aussi faire un questionnaire, et là, c'est individuel. Mais voilà, ce sont des choses qui existent, qui sont présentes comme moyen d'action, mais encore faut-il les faire suivre d'actions réelles au niveau du concret du travail, et ça c'est vraiment important de sensibiliser alors les directeurs, directrices de crèche, et puis les instances au-dessus bien sûr. Alors, quelques mots pour terminer à ce niveau-là, sur qu'est-ce qu'on peut faire, et ça résumera un petit peu mon propos aussi, c'est de comprendre ce dans quoi on est. Et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de mettre des mots et à vous donner la parole aussi sur, finalement, dans quel type de société on évolue. C'est comme ça qu'on peut se déresponsabiliser aussi de toute une partie d'injonctions qui nous retombent dessus. Et qui, si on ne le fait pas, on les vit comme étant des échecs individuels. Faire le deuil d'un idéal de perfection, et j'ai envie de parler d'un idéal de maturation. Donc,
faire finalement le switch entre un idéal de perfection qui nous met constamment dans l'échec, parce que l'idéal, finalement, il est inatteignable par nature, mais attendre vers quelque chose qui pourrait être nommé idéal de maturation, dans le sens de pouvoir profiter justement des échecs, des moments qu'on considère ratés, des blessures, etc., pour en faire quelque chose d'opportun, de créatif et quelque chose qui peut vraiment nous permettre d'avancer. Et donc, l'idéal de maturation, lui, il laisse du temps à l'erreur. Il laisse de l'espace pour justement se remettre en question, évoluer vers autre chose, faire des choix différents, par exemple une reconversion professionnelle, etc. Ou une autre manière d'être en relation à son travail. Parce que c'est pas parce qu'on fait un burn-out qu'on change systématiquement de métier ou de lieu de travail. Il y en a beaucoup qui continuent, qui changent parfois effectivement d'environnement, mais certains restent dans le même environnement. Si eux-mêmes ont pu travailler leur relation au travail, et cette relation aussi à l'idéal, d'excellence, de performance, etc. Et ça n'a de réussite en termes de prévention de rechute que si le milieu aussi a pu se remettre en question. Et c'est là parfois où le bas blesse, c'est que la personne elle a fait tout un travail elle-même pour retrouver un équilibre de vie, etc. Mais par contre, au niveau du secteur organisationnel duquel elle provient, là, il y a un peu l'idée, de toute façon, voilà, elle a fait un épuisement parce qu'elle a des problématiques à la maison, et voilà, nous, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais en fait, il y a énormément de choses sur lesquelles travailler, et si possible, travailler en groupe là-dessus. Ça permet de déresponsabiliser aussi les dirigeants, les employeurs qui eux-mêmes sont soumis à des tas de contraintes. Donc, ce n'est pas l'idée de responsabiliser et de dire que le coupable, c'est le directeur. Non, le coupable, c'est plutôt le système dans lequel on évolue, et comment est-ce qu'en tant que manager, en tant que directeur, en tant que travailleur, on peut tous participer à créer quelque chose de plus durable, finalement. On parlait de juste distance. Moi, j'aime plutôt parler de juste présence, en fait, pour le voir sous un autre angle. Et ce que j'aime encore assez bien utiliser comme différence, c'est pas la même chose. On pourrait parfois utiliser l'engagement et l'attachement, deux termes pour dire la même chose. Mais en fait, l'engagement, c'est quoi? C'est vraiment être impliqué dans son travail, faire du mieux qu'on peut avec les ressources dont on dispose, les ressources personnelles, mais les ressources aussi organisationnelles que l'ONE nous donne, que le milieu d'accueil nous donne, etc. Le temps de travail, l'effectif de travail, etc. Et en même temps, être détaché, c'est quoi? C'est se dire que même si on a fait du mieux qu'on pouvait et qu'on n'arrive pas à cet idéal, c'est pas grave. On a fait du mieux qu'on pouvait avec les ressources qu'on avait à ce moment-là. Et on doit peut-être diminuer un petit peu son idéal pour ne pas tomber dans l'épuisement. Et donc, c'est être détaché d'une certaine manière du résultat d'excellence, du résultat en tant qu'idéal. Donc, engagé et détaché. C'est vraiment tout un apprentissage, souvent pour les travailleurs qui se sont épuisés à vouloir être à la fois engagés et à la fois tellement attachés aux résultats de leurs actions. Et pour vous remémorer la petite image tout à l'heure avec Icare qui s'approche du soleil, ils se sont brûlés les ailes finalement, à vouloir être attachés à ce point-là. Trouver et maintenir son équilibre, ça c'est vraiment la clé aussi, c'est de se dire que voilà, on fait du mieux qu'on peut dans le travail, mais il faut aussi à un moment donné sentir là où c'est juste de s'arrêter, de se reposer. Parfois, un arrêt de travail de quelques jours, quelques semaines va être justement le garant d'un arrêt plus long. Beaucoup hésitent à s'arrêter avec toutes les difficultés qu'on a nommées. Et je ne dis pas que c'est la clé et qu'il faut s'arrêter à chaque fois, mais il y a des circonstances où le milieu est tel qu'il est tellement toxique et il nous met tellement à mal qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire une pause et une réelle pause. Et parfois, cette pause, elle peut être de courte durée pour justement pouvoir continuer sous un autre équilibre après. Parfois, quand on va trop loin, elle est de plus longue durée. Et il faut reconstruire plus de choses, même, vous l'avez vu, au niveau physiologique du terme. Alors, apprendre aussi à se connaître, savoir quels sont nos atouts, nos qualités, nos ressources. Il y en a qui disaient tout à l'heure dans les échanges, il faut aussi identifier nos ressources et sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif, en tant qu'équipe. Qu'est-ce qui fait notre force finalement? Et qu'est-ce qu'on peut développer? Est-ce qu'on doit développer, une gestion de l'agressivité par rapport à l'agressivité qu'on peut ressentir dans le contact avec les parents, les familles, la mise des limites aussi, comment dire non? Il y a plein de choses sur lesquelles on peut peut-être s'outiller, se former, et ça, c'est intéressant de repérer quels seraient ces éléments-là. Renforcer le lien et l'échange, ça c'est sûr, c'est vraiment le cœur de mon propos, c'est en retrouvant la parole collective sur ce qui nous arrive, sur le travail, qu'on pourra minimiser les risques d'épuisement et transformer justement cette souffrance individuelle en action collective, en action sociale. Et enfin, ne pas se résigner. Ne pas perdre espoir,
parce qu'il y a plein d'espoir à avoir par rapport à tout ça, agir ensemble, collectivement. Pour terminer cet apport, cette matinée rencontre, je souhaiterais m'appuyer sur les propos, la réflexion d'Antonio Mercurio, qui est en fait un psychothérapeute italien et qui avait pris comme métaphore David, la statue David de Michel-Ange, qui est en fait une sculpture que Michel-Ange a réalisée à partir d'un bloc de marbre qui apparemment était qualifié d'intravaillable. Personne ne savait faire quoi que ce soit avec ce bloc de marbre, mais lui en fait il y est arrivé. Après plusieurs essais, erreurs, etc. Il est arrivé quand même à faire quelque chose qui est mondialement connu comme une œuvre d'art. Et à travers cette métaphore, je souhaiterais justement mettre en évidence que, et en lien avec le sujet aussi du colloque de l'année dernière, qui est tout à fait d'actualité, que même les situations d'échec, les situations où on a l'impression que c'est désespéré, en fait, ça peut vraiment parfois évoluer très positivement, de façon très créative, si on arrive à transformer de manière créative justement ces imperfections du système. Et il nous dit par rapport à ça, à l'instar du David de Michel-Ange, regardez le bloc de pierre tel qu'il est, voir les parties de la pierre qui font défaut et qui sont difficiles à travailler, mais également voir que la pierre a déjà été travaillée et que toute évolution s'inscrit dans une histoire. Ça requiert un travail patient et tout en finesse, tel celui de l'artiste. Et de la même manière, profiter des occasions d'échec, les expériences qui sont vécues aussi dans ce secteur comme dans d'autres, comme des ratés, des moments difficiles, des moments traversés dans le cadre du travail, en s'appuyant sur les ressources présentes dans l'établissement, dans l'équipe et au niveau individuel. C'est vraiment ce que j'espère qui pourra être le cœur du travail à venir, et notamment par rapport à cette crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on traverse encore, pour pouvoir en faire quelque chose qui est plutôt créateur que destructeur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre intérêt, tous vos échanges. C'était vraiment très, très enrichissant pour moi de vous parler aujourd'hui et de vous écouter. Et je vous propose de prendre encore les quelques minutes qui nous restent pour ceux qui savent rester jusqu'à midi pour un moment d'échange, de questions-réponses maintenant.